facile, justement, quand on parle de se projeter dans l'avenir, dans le projeter, il y a le mot projet. Alors, est-ce que le projet c'est vous ou est-ce que c'est le projet la chose? Est-ce qu'il y a une séparation entre les deux? Parce que se projeter, c'est aussi évidemment faire fonctionner son cerveau. Et c'est ça qui est très important. Pourquoi le cerveau? Parce que c'est un organe qui est magique, qui est très utile. Vous l'utilisez tout le temps. Pour marcher, pour imaginer, pour écrire, pour lire, pour communiquer avec les autres, pour entrer en interaction avec le monde qui vous entoure, parce que c'est un grand gardien de nos cinq sens, de nos émotions et aussi de nos pensées. Et donc nous allons voir ça aujourd'hui. Je vous partagerai avec vous évidemment les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans votre vie au quotidien. Et finalement, ce que je disais, Émilie, en fait, le matin, je prépare déjà ma nuit. Parce que finalement, tous les matins, nous devons nous préparer à vivre notre vie comme si c'était en fait finalement une dernière journée. C'est les philosophes grecs qui nous avaient transmis cette idée de vivre maintenant. On pensait justement le côté carpe diem, et je voudrais juste revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est l'instant présent? L'instant présent, c'est là et maintenant. C'est-à-dire que vous qui me regardez à l'instant, vous êtes entièrement avec moi, entièrement de cet endroit, et vous ne pensez pas à autre chose. C'est ça l'instant présent. C'est pas forcément ne pas penser demain. Dans un dessin animé que je regardais récemment, il a été dit que finalement, quand on regarde en arrière, c'est pour comprendre sa vie, mais quand on regarde en avant, c'est pour la construire. Et j'aime beaucoup cette image, justement que le passé est nécessaire, le présent est là, mais le futur, c'est en construction aujourd'hui. Et quelque part, le futur, c'est un petit peu la nostalgie du présent. Alors, lorsqu'on apprend comment fonctionne le cerveau, on acquiert une extraordinaire connaissance de soi et des autres. Ça nous permet en fait de comprendre que nous sommes uniques et singuliers, et que quelque part, nous sommes dépendants de notre propre histoire, de l'histoire de nos ancêtres, et aussi des préférences cérébrales que nous allons mettre en place à un moment donné de notre vie, parce que nous avons une éducation, parce que nous avons une culture, parce que nous avons nos rêves, nos désirs, nos voyages, tout ce qui nous constitue. Donc, finalement, comme disait Rainer Maria Rilke, j'adore cette citation, le plus beau voyage, c'est en dedans de soi. Et le plus beau voyage en dedans de soi, c'est évidemment comprendre le fonctionnement cérébral. On a 86 milliards de neurones. Il faut imaginer que ici, là, on a de la matière grise, c'est ce qu'on appelle, et ce sont des neurones. Les neurones, elles parlent entre elles. En fait, il y a tout le temps des discussions qui se passent dans notre tête, par les biais, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et nous verrons évidemment qu'est-ce que c'est les neurotransmetteurs et quel rôle ils jouent finalement, et pourquoi il faut faire très attention à certaines choses. En fait, qui sont des messagers chimiques. Bien entendu que le réseau est extrêmement complexe, on le sait très bien. Et plus il est complexe, et plus vous êtes efficace dans votre vie au quotidien. La complexité du cerveau, en dehors du fait que oui, c'est un organe très complexe et nous n'irons jamais au bout de toutes ses capacités, ou de toutes les connaissances que nous puissions avoir, sauf que la complexité, c'est vous qui la construisez. Vous avez complètement le droit de vous poser une question, c'est est-ce que c'est mon cerveau ou est-ce que c'est le cerveau? Waouh. À partir de 40 ans, nous commençons à perdre des neurones. C'est normal, d'accord? Parce qu'on en gagne. À la naissance, on les a tous, les 86 milliards, évidemment, c'est pas comme si, mais avec l'expérience, les réseaux commencent à se construire. C'est pour ça qu'on dit que la majorité cérébrale, on l'atteint vers 26-27 ans. En compensation, bien entendu, puisqu'elles meurent, mais nous pouvons continuer à les fabriquer. Et nous les fabriquons, évidemment, parce que nous lisons, parce que nous faisons un travail intellectuel, parce que nous écrivons et parce que nous sommes en contact avec les autres. La vie sociale est extrêmement importante pour avoir un cerveau en bonne santé. Ce qui veut dire que plus vous êtes en interaction avec le monde qui vous entoure, plus vous continuez à fabriquer les neurones. Une chose nouvelle que vous aurez appris, c'est une dendrite, je ne vais pas vous faire le supplémentaire de votre neurone. Donc, en compensation, bien entendu, nous fabriquons, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « oui, mais je suis 70 ans, j'ai ceci, cela, mon cerveau », non, en fait, c'est faux. Parce qu'on a appris ce que c'est la neurogénèse, évidemment. C'est le processus de formation du neurone
fonctionnel. Ça veut dire qu'on peut, tout au long de notre vie, apprendre et fabriquer de nouvelles neurones. Le cerveau, comme peut-être vous le savez déjà, ne fait pas la différence entre les réels et l'imaginaire. Donc tout ce que vous imaginez dans votre vie arrivera. Vous désirez quelque chose, ça arrivera. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'il est incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. Donc il va pousser notre corps à essayer de créer l'image que nous projetons, pour le pire ou le meilleur. Donc, puisque c'est un organe extrêmement paresseux, il travaille à l'économie. Moins vous en faites, mieux il se porte. C'est pas une pile, c'est pas une lampe, il s'use quand vous ne l'utilisez pas. Il est formidable en fait, ce cerveau, il apprend tout le temps, sauf que tout dépend de ce que vous lui donnez. Et vous ne vous allez, comment dire ça, on ne sème, on récolte que ce que l'on sème. Et si on sème, on doit s'attendre à des bonnes récoltes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important aussi à savoir sur le cerveau, puisque la première partie c'était le cerveau, c'était le fait qu'on a une disproportion de perception extrêmement grande, c'est-à-dire que nous ne sommes pas objectifs. Les êtres humains ne sont pas objectifs. Nous sommes en fait, notre cerveau, la plupart du temps, il interprète et stocke l'information. C'est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'objectivité cérébrale, elle pourrait être de 0,02%. Le reste, c'est interprétation. Donc on se raconte des histoires. Et c'est pour ça qu'on aime qu'on nous raconte des histoires. Et c'est pour ça que les grandes sociétés de marketing arrivent très bien de nous avoir, parce qu'ils savent nous raconter des histoires. Et nous, on est là, oh génial, j'adore. Et on s'imagine, on se visualise. C'est une manipulation qui peut être mauvaise, mais comme une bonne aussi, évidemment. Parce que ça, c'est une autre chose. Et cette disproportion de perception, elle a deux conséquences. Ce sont nos biais cognitifs qui sont très importants pour trier l'information, pour donner du sens aux choses. Parce que le cerveau a besoin, en fait, de savoir ce qui se passe. Parce qu'on est noyé d'informations et puis surtout, on doit mémoriser les choses. Et c'est votre cerveau, le cerveau, qui va sélectionner l'information selon vos croyances, vos perceptions, vos désirs et vos envies. Parce que c'est le cerveau, votre cerveau, encore une fois. C'est très important. Et la deuxième conséquence, c'est le fait de la construction, ce qu'on appelle de la carte mentale. La carte mentale, c'est la représentation du monde que chacun se fait, de par sa vie, de par ses expériences, etc. C'est pour ça qu'on dit que nous déformons les faits à notre avantage. Et surtout, au service de l'image qu'on veut donner de nous-mêmes. Et ça, il faut le savoir. Mais, bien entendu, tout ce travail, ça se travaille. Prendre conscience, c'est déjà une très bonne chose. Nous sommes des êtres faits d'instinct, d'émotion et de pensée. 3 niveaux, c'est très important. Donc, d'abord, on va parler des pulsions. On a des pulsions parce qu'on est poussé de manière tout à fait inconsciente à conserver et à maintenir notre équilibre biologique. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et en fait, nous agissons sur l'environnement pour mieux, en fait, le comprendre et nous situer dans ce monde-là. Donc, c'est notre intérêt et nos besoins physiologiques qui vont toujours primer en premier. Votre cerveau, il va primer d'abord moi. Donc, quand on dit égoïste, je suis égoïste, etc., oui, parce que le cerveau l'est. D'abord moi et les autres. Il y a feu, mesdames, le monde court. N'est-ce pas? Instinct survie. Instinct survie. Les émotions, ah oui, et concernant justement les pulsions, j'ai relevé une très belle phrase de Henri Labouré, un professeur que j'adore particulièrement. Il a dit que la seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est de maintenir sa structure. Et que le cerveau ne sert qu'à agir. Il n'y a rien d'autre. J'aime beaucoup cette citation. Bien sûr qu'il y a les émotions. Je vous parlais tout à l'heure des neurotransmetteurs. En fait, nous sommes des êtres chimiques avant d'être des êtres intellectuels. Dans les travaux de Dr Bravernant, qui s'occupe de la biologie neuronale, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les neurotransmetteurs vont jouer un rôle prépondérant dans la fabrication de notre humeur et dans nos comportements. En fait, comme je vous disais, ces neurotransmetteurs, c'est les mots que chaque neurone va échanger entre elles. Et donc, en fait, elles construisent comme une symphonie. Quand la symphonie est correcte, tout va bien au niveau des émotions. C'est-à-dire que quand il y a de la dopamine, c'est le message de la motivation, la mélatonine, le message de la sexualité,
et du sommeil, le GABA, la relaxation, la mémorisation. Et en fait, s'il y a une disbalance entre ces neurotransmetteurs, ça va agir directement sur notre équilibre émotionnel. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que les émotions sont nos grands maîtres et qui participent en fait au quotidien, à nos prises de décision et à la vision des choses. Victor Van Gogh, il a dit d'une manière extrêmement simple, n'oublions pas que les émotions sont de grands capitaines de nos vies et que celles-là nous obéissons sans le savoir. Et en troisième temps, évidemment, on a les pensées. Qu'est-ce que c'est une pensée? Sans mots, il n'y a pas de pensée. Donc en fait, le côté intellectuel de notre cerveau, c'est parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'on prône l'être humain supérieur à tout, c'est parce qu'on parle, n'est-ce pas? Sauf que si on ne sait pas quel type de mots nous utilisons, si notre communication n'est pas précise, si elle n'est pas nuancée, ça peut apporter beaucoup de problèmes au quotidien. Et cette communication, elle commence par vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites? Quels mots vous allez utiliser pour vous parler de vous, pour parler de l'environnement dans lequel vous êtes, de la manière dont vous vous projetez dans l'avenir, où vous voyez. Chaque mot a un impact extrêmement important, en fait, sur la fabrication, déjà, ne serait-ce que des neurotransmetteurs. Donc, et bien entendu, tout cela se travaille. Ce qui est important que, par rapport au côté, justement, parce qu'on parle de stress, on parle de destruction de mental, on a ce qu'on appelle les pensées négatives. Elles sont tout à fait naturelles. Il a été déterminé que sur 60 000 de pensées par jour, nous en fabriquons 48 000 négatives. Donc déjà, mais parce que par instinct de survie, bien entendu qu'on a développé ce côté qu'on va davantage s'intéresser aux choses négatives que positives. Mais parce que c'est pour nous situer dans l'environnement et surtout par un instinct de survie. La peur étant une émotion très importante d'ailleurs pour cela. Donc, Elisabeth Tessier, elle a dit une chose très intéressante, j'ai beaucoup aimé, c'est le verbe, la parole sont un chemin obligé vers l'action. Donc ce que vous dites construira en fait votre action de demain. Donc c'est très important le choix des mots et comment vous parlez. Donc maintenant, comment se projeter alors avec tout ça? Parce qu'il est quand même extraordinaire cet organe qui était fut un temps retiré par le nez chez les anciens Égyptiens. Oui. Ah, oui, il n'y avait que le cœur qu'on gardait dans le corps, le reste était retiré, plus les organes dans des canopées. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour se projeter. Donc, comme je disais, se projeter, il y a le mot projet. Alors, tout d'abord, mesdames, dressez une liste. Dressez une liste de ce que vous voulez faire, de vos rêves, même les plus fous. En vous disant, Benjamin, surtout aussi, parce que je dis mesdames, parce qu'on est la majorité. Donc, ce qui est très important, c'est les rêves, les objectifs, même les plus fous. J'ai récemment coaché une personne, une jeune femme, qui travaille chez Air France. Et en fait, lorsque justement il fallait se projeter dans l'avenir, je lui ai demandé pour la prochaine séance de réfléchir sur les projets qu'elle aurait voulu ou des rêves qu'elle avait eus, etc. Parce qu'elle avait du mal à se projeter dans son métier actuel. Elle revient et elle me dit, c'est fou. De toute façon, ça ne va jamais arriver. Elle me dit, pilote de ligne. Et que pensez-vous qu'elle est en train de faire là? Pilote de ligne. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tout simplement remonté son rêve. Elle l'a pris, c'est quelqu'un de très, rationnel, cette jeune femme. Après, bon, il faut être, je pense, rationnel quand même pour piloter des avions. Et disons qu'en fait, elle a dit, ok, est-ce qu'aujourd'hui, avec ma vie, avec personnel, professionnel, l'équilibre que je veux garder ici, là, qu'est-ce que ça représente, combien d'heures, combien de temps ça va... En fait, elle a tout simplement pris en compte, de manière extrêmement objective, si c'est faisable ou pas. Et elle a réalisé que c'est faisable. Donc, ce petit travail est très intéressant, et même ne serait-ce que vous vous projetez dans des objectifs qui doivent rester toujours objectifs. Ça veut dire que, mesdames, ici, on ne pourra plus devenir ballerine, donc c'est plus la peine de rêver. Si c'est encore votre rêve, c'est foutu. En revanche, il y a des objectifs qui peuvent être atteignables. Bien sûr, tout dépend du temps qu'on peut y consacrer et surtout, quel est votre horizon temporel. Ça, c'est très important. La deuxième chose qui est très importante, c'est faire preuve de l'économie de soi pour se projeter. Parce qu'il faut avoir de l'énergie pour les projets. Donc,
Selon les situations auxquelles vous allez vous faites face, posez-vous la question, est-ce que j'ai l'ascendant sur cette situation-là? Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Par exemple, les météos, est-ce que vous avez l'ascendant dessus? On n'a pas. Est-ce qu'on a l'ascendant sur la réaction de l'autre? Non plus, ni de ce qu'il va penser. Il y a des gens parfois qui passent leur temps après dire oui, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, etc. Ça prend énormément d'énergie et puis ça ne sert à rien parce que c'est déjà passé et que vous êtes encore là en train de penser au lieu de se concentrer sur l'avenir. Et peut-être qu'une opportunité peut passer ici alors que vous êtes encore dans le passé. À réfléchir à la réaction que vous aurez dû avoir ou que vous aurez dû exprimer. Donc, tout peut être enlevé à l'homme, c'est une chose, disait Victor-Émile Frankl, qui est un professeur autrichien en neurologie. La dernière des libertés humaines, c'est le choix de son attitude face à un ensemble de circonstances pour décider de son propre chemin. C'est nous qui décidons comment nous agissons face à telle et telle situation. On est libre. On est libre. Bien entendu, ce qu'il faudrait faire pour se projeter sereinement dans l'avenir, c'est de temps en temps évaluer les croyances, les habitudes et les convictions. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous croyez, hier, ce que vous croyez, aujourd'hui, peut-être c'est plus le cas. Il y a sur les choses dont vous étiez très convaincu hier, mais si vous vous tremballez toute votre vie avec vos convictions, vous n'irez pas trop loin. Surtout sur certaines convictions qui vous ont aidé à un moment de votre vie. C'est ça aussi que ça sert. Et les croyances, évidemment. Sauf qu'à un moment donné, il faut abandonner pour pouvoir aussi y aller et se donner la possibilité de voir les choses ailleurs, ouvrir des horizons. Donc, ne pas regretter ce qu'il n'est plus, et ne pas garder non plus de rancune vis-à-vis de qui que ce soit, parce que, permettez-moi de vous le dire, c'est que si vous donnez la possibilité à l'autre de squatter votre cerveau, tant pis pour vous. Donc la rancune, les regrets, ça sert pas à rien. Pour se projeter dans l'avenir et en général, je dirais. Oui. Et bien entendu, la visualisation. On a parlé tout à l'heure de la visualisation. La visualisation a un effet très positif ou bien négatif sur un nombre de fonctions cérébrales telles que la perception, la planification, l'attention, la confiance, l'efficacité et la motivation. Parce que les visualisations vont préparer notre cerveau à atteindre ce qu'on veut. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser ça je ne voudrais pas, il faut penser voilà ce que je voudrais. Je veux. Pas voudrais parce que le conditionnel, pas de conditionnel, on parle au présent et seulement au futur. Ça, c'est deux temps qui sont extrêmement importants pour bien préparer le cerveau. Donc, tout dépend du contenu évidemment de votre visualisation. Si vous visualisez réussir, il y a de grandes chances que vous atteigniez votre objectif. Donc, pour parler aux réponses aux événements extérieurs, comment faire face aux événements extérieurs? Parce que c'est nous qui interprétons évidemment à chaque fois avec notre cerveau ces situations-là. Et bien entendu, de par notre expérience et la mémoire. Mais la mémoire, c'est les émotions. Donc à chaque fois, ça revient dans la même ligne. L'acquisition de nouvelles connaissances. Ça, c'est une chose incroyable. Et moi, je l'ai vraiment vécu personnellement. C'est votre développement personnel. Mais votre développement personnel, ce n'est pas les soft skills, etc. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, même s'ils sont importantes, évidemment. Parce que, oui, les compétences douces. C'est surtout, en fait, l'acquisition des connaissances en général. L'histoire, l'art, tout ce que vous intéresse, allez-y, apprenez. Parce que plus, c'est ce qu'on appelle la loi de la variété requise. Plus vous êtes formé et informé, plus vous avez des connaissances, plus vous avez des réponses diverses et variées face à une situation. Quand on n'a qu'une solution à un problème, c'est sectaire. Quand on a deux, c'est binaire. Mais à partir de 3 ou 4, c'est déjà la liberté. Vous avez plusieurs réponses à une situation. Et c'est la culture qui vous permet cela. La lecture de grands livres, aller au musée. Parce que justement, quand on est confronté aux œuvres d'art, et c'est le neurologue Pierre Lemarquis qui, dans son livre L'art qui guérit, qui nous écrit que quand on contemple un tableau, ça provoque en nous des réactions chimiques. Donc dans notre cerveau, face à une œuvre d'art, nous fabriquons la dopamine et la sérotonine. C'est énorme. Ça veut dire que c'est les hormones de quoi? De plaisir et de bonheur. Lorsqu'on parle de la lecture, aussi, bien entendu, il y a des études qui ont été faites là-dessus par le neuropsychologue David Lewis. Il nous dit que la lecture réduit le stress à 61%. 15 minutes de lecture par jour, c'est déjà vachement bien. Excusez-moi pour le mot vachement, parce que... Il est beau.
Bon, Donc, vrai, la qualité de la compréhension du monde et de la nature humaine passe par la lecture des grands livres et des grands auteurs. Parce que rendez-vous bien compte que la science, elle est transitoire. Elle évolue, alors que l'art reste et demeure. Et que le temps est là. Je demande la chapelle de Sixtine, nous sommes toujours, eh bien, sous extase. Et qu'est-ce qui est transitoire? La science. La science. Elle évolue. Elle évolue. Bien entendu qu'il faut parler de l'alimentation, parce que l'alimentation a un rôle sur notre santé psychique et physique et psychologique. Donc c'est les nutriments que nous allons évidemment absorber. Merci. absorber. Et ça joue aussi dans la synthèse des neurotransmetteurs. On sait que l'alimentation est aujourd'hui carrément liée en fait à la fabrication des neurotransmetteurs, la synthèse. La vie sociale, mesdames, pour Benjamin, pour se projeter sereinement, entourez-vous des personnes qui influent sur le développement de votre personnalité de manière positive. Oui, tout. Parce que l'entourage compte pour énormément. C'est-à-dire que quelqu'un, on va dire qu'il joue même carrément dans l'édifice de votre bonheur. Parce qu'il vous envoie des choses positives, mais dans le sens de quelque chose qui construit, qui vous aide à atteindre les objectifs. Et c'est très important. Parce que soyez avec celles et ceux qui vous rendent meilleurs, ils vous inspirent. Voilà, c'était la phrase que je trouve très intéressante. Évidemment, priorisez certaines choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, ne les faites pas. Écoutez-vous, soyez attentifs à votre rythme. Parce que finalement, quand vous allez trop vite, on peut rater certaines choses. C'est un peu comme les biais cognitifs parfois. Eh bien, en voulant donner du sens à tout, en voulant donner des réponses à tout, et ben en fait on crée des illusions. Et comme disait Balzac, l'illusion est une foi démesurée. En vous consacrant du temps, vous serez en accord avec vous-même, évidemment, et vous vous respecterez davantage. Vous savez, même la fameuse liste toujours de le cocher, le fait de cocher, qu'est-ce que vous gagnez en confiance, mesdames, lorsque vous commencez à cocher les petites étapes dans votre vie pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc, avancez avec confiance en prenant conscience aussi d'une chose pour se projeter dans l'avenir, que les aléas font partie de la vie. Et que le lâcher-prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler. J'ai ma voiture qui vient d'arriver. Je dois partir dans 5 minutes. Je termine. Je suis désolée, je vais être obligée de couper même. Je suis désolée. En conclusion, je termine. Conclusion. Ne vous attachez pas seulement aux aspects négatifs des situations. Recherchez du positif pour en fait qui vous permettent de trouver des solutions liées au problème. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Sauf que n'utilisez pas le mot problème à toute escient. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de problème, dites qu'il y a des solutions. Et comme ça, votre cerveau se prépare déjà à régler la situation devant laquelle vous êtes. Soyez patiente, attendez le meilleur. Et lorsque vous vous êtes mis des objectifs devant vous, si certaines choses ne fonctionnent pas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing. Pour réussir donc dans sa vie professionnelle, prenez conscience que la place centrale et que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et que la santé psychique et physique doit être au centre de vos préoccupations premières. Les choses passent, mais votre cerveau se souvient de tout, donc prenez bien soin de lui, donnez-lui de la bonne information, des bonnes connaissances, des bons aliments, qu'elles soient nutritives ou culturelles, c'est très important. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et comme disait Confucius, une petite impatience peut ruiner un projet, alors croyez en vous et persévérez. Écoutez-vous donc et faites des petits pas à votre rythme et vous allez y arriver. Et je termine cette présentation par une citation de Goethe. Traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. Traitez-le comme il doit, il peut être, il deviendra ce qu'il doit être, il peut être. Ce qui veut dire que traitez votre cerveau comme il est, donc il restera ce qu'il est, mais si vous le traitez mieux, il devient mieux, et bien il deviendra. Merci beaucoup. Merci. Bravo, magnifique.